Attractivité de la France. Entre le contexte géopolitique et la nouvelle donne en France qui ont été brossées tout à l'heure, où en est-on aujourd'hui vraiment de l'attractivité de la France? Comment nos groupes internationaux ressentent-ils la situation? Quelles sont leurs attentes? Quelles sont nos attentes? Quelles sont nos lignes rouges? C'est la séquence défi de l'attractivité en 2025. Quelle perspective dans un contexte inédit? Merci Edwige Chevrillon, journaliste de BFM Business, d'avoir accepté d'animer ce débat et merci de votre fidélité. Xavier Martin, président France d'Henkel. Marc Lermite, partenaire EY, responsable mondial sur les sujets d'attractivité et de compétitivité. Amélie Vidal-Simi, présidente de Mondelez France. Reda Guilla à nouveau, président France de Pfizer. Et Vincent Sadé, vice-président de Prologis France. Edwige, vous avez la parole. Et si on pouvait tenir en 40 minutes, parce qu'il y a eu un peu de retard accumulé. Merci. Merci beaucoup. J'ai cru remarquer qu'il y avait un peu de retard, mais on va essayer de le refaire. En même temps, on a un sujet quand même très, très important. J'ai envie de dire, surtout aujourd'hui, en ce moment, lorsqu'on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale, au Sénat, on voit qu'on est vraiment dans un contexte inédit. Quel impact ça a, notamment sur les investisseurs et les industriels internationaux qui sont présents ici en France. On sait que demain, vous le savez tous, que demain, on attend la notation de Standard & Poor's. On va voir ce que ça va donner. La stabilité politique, c'était vraiment ce qui tenait un peu la France, qui faisait qu'elle restait malgré son endettement, malgré ses hauts et ses bas. C'est ce qui faisait que la France restait quand même très bien notée. Est-ce que ça aura un impact? On va voir. Cela dit, on est dans un contexte conjoncturel difficile, mais il ne faut pas oublier le structurel. La France a des atouts, donc on ne sera pas que négatif. Je me propose de vous présenter autour de moi les personnalités qui sont là. Je vais peut-être commencer par vous, Amélie Vidal-Simi. Vous êtes présidente de Mondelez France. Bonjour, merci d'être là. En deux mots, c'est quoi votre groupe et c'est quoi en France? Alors Mondelez, c'est un groupe agroalimentaire. On est le 5e groupe agroalimentaire en France. On est consommé par 90% des Français, des marques de biscuits de chocolat, plus de 25 marques, avec des marques emblématiques comme Lu, Milka, Côte d'Or. 3000 collaborateurs directs en France. On intervient sur 12 sites, dont 9 biscuiteries en France. Merci beaucoup. Xavier Martin, vous êtes président de Henkel en France, votre groupe, en deux mots. Oui, alors bonjour à tous. Donc Henkel, c'est un groupe allemand qui fait 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 50% des activités sont des produits de grande consommation pour l'entretien du linge, de la maison, avec des marques emblématiques comme Le Chat, Mir. Et puis la deuxième partie de l'activité, ce sont des cols industriels pour fabriquer des avions, des voitures, des couches. Et en France, donc la France est la première filiale en Europe, un peu plus de 800 collaborateurs, 2 usines qui exportent à 95% leur production dans le monde. Donc voilà, ça c'est Henkel en France. Et ce qui est peut-être consolant, on peut se dire que la situation, notamment en Allemagne, n'est pas non plus aussi extraordinaire. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. À vos côtés, c'est Vincent Sadé, qui est vice-président de Prologis France. Bonjour. Bonjour. Prologis, c'est quoi, en deux mots? Prologis, c'est le leader mondial de l'immobilier logistique et industriel, un portefeuille de 200 milliards de dollars, avec en France 3,5 millions de mètres carrés construits. Et on est un investisseur, développeur et gestionnaire d'immobilier logistique. Merci beaucoup. À ma gauche, c'est Reda Guilla, qui est président de France pour Pfizer. Bonjour, je crois que vous avez déjà été ici ce matin. Vous avez déjà tenu des propos qui ont des gens un peu décoiffés. Vous allez nous dire comment, pourquoi. Et puis, à mes côtés, celui qui nous a un petit peu, on peut dire, mis le moral dans les chaussettes, si vous me permettez cette familiarité. Marc Lermite, donc, qui est de EY, qui sort ce fameux baromètre qui mesure l'attractivité de la France. Vous avez été un peu les premiers à donner le ton. On avait le sentiment, il y avait Pascal Cagny de Business France qui était là, on a l'impression que tout allait bien en France. Je m'en souviens, j'étais à Choose France, à Versailles, c'était extraordinaire, tout le monde était là, les grands patrons, c'était formidable. Et vous êtes arrivé avec votre baromètre et vous avez remis un petit peu, je ne sais pas si c'est les pendules à zéro, espérons que c'est juste un bas, un creux dans lequel se trouve la France. Vous pouvez peut-être nous expliquer un peu où est-ce qu'on en est et le constat que vous avez tiré de ce baromètre. Alors c'est la table ronde qui désespère ou qui donne quelques pistes. Donc je vais commencer. Non, il y aura quand même un peu voilà, les perspectives ensuite. Je pense que personne ne
peut être surpris ou avoir été surpris des résultats effectivement de l'enquête qu'on a menée en octobre. Donc on a attendu le moment pour sonder pas seulement l'émotion de la dissolution, mais aussi un peu la connaissance et les perspectives de 200 d'entre vous. Et ça se résume en quelques chiffres. EY, c'est aussi une belle entreprise dans le monde et en France, 8000 personnes en France, on recrutera 2000 personnes cette année, donc on a aussi ce sentiment et on se sent ce devoir de proposer un certain nombre de perspectives. Mais d'abord, c'est la situation, finalement, ce choc d'attentisme qui est reflété par cette enquête. Je disais quelques chiffres, 50, 30, 20, 0, c'est pas une tactique de rugby, j'aurais adoré. Ça me procure pas beaucoup de plaisir d'être le French basher du jour. Ça a été le cas dans le passé et je pense qu'il faut aussi qu'on se donne quelques pistes. 50, 30, 20, 0, 50%, c'est le nombre d'entre vous qui avez dit « Moi, j'ai mis le pied sur le frein depuis juin, j'ai réduit la voilure, je reporte et j'attends d'en savoir plus. » Et je vous dirai pourquoi dans quelques instants. Mais il y a aussi 30. Ces 30 qui ont dit « Moi, je maintiens mes investissements, voire je les augmente. » 20 et 10. Et les 20 qui restent, pour ceux qui ont compté, c'est ceux qui n'ont pas de projet en France ou qui ne se prononcent pas. Et puis finalement, un dernier chiffre, c'est 0. 0, c'est le nombre de personnes, de dirigeants, d'entreprises dans tous les secteurs, toutes origines, c'est ce qu'on fait chaque année, qui nous ont dit, 0% nous ont dit « j'annule mes projets ». Donc aucune entreprise, aucun dirigeant, qu'ils aient dit la vérité ou menti dans le secret de l'interview, ne nous a dit « j'annule la France ». Il y a 3 motifs à ce choc d'attentisme, qui nous occupe beaucoup aujourd'hui, et je pense que c'est normal qu'on soit sur la balle, la ligne d'horizon parlementaire, parce que c'est le moment. Il faut qu'on lâche rien dans les heures qui viennent. Il y a encore des choses, moyens d'éviter le pire. Et je pense que beaucoup l'ont dit ce matin. Charles Rodwell l'a très bien dit. Il y a une bataille en ce moment. Il faut qu'on soit les plus clairs et les plus bruyants, sans doute, sur cette bataille. 3 raisons. D'abord, c'est vrai, c'est l'incertitude fiscale. Donc, personne ne peut faire aujourd'hui de budget, convaincre un comité d'investissement, un business plan à 3 ans, des investissements complexes et coûteux sans connaître les règles du jeu, finalement. Ça, c'est le premier motif. Mais il y en a 2 autres. Deuxième motif de cet attentisme, de cette inquiétude, cette préoccupation, c'est qu'en France, énormément de projets sont lancés avec un co-investissement public, qui n'est pas seulement celui de l'État d'ailleurs, qui est celui des collectivités, de quelques opérateurs qui sont très rattachés à la puissance publique. Je pense évidemment à la BPI, au SGPI, c'est-à-dire France 2030 pour résumer. Et ce co-investissement, finalement, il était dans une période, parce qu'il sort un peu de cette période de flottement, sans ligne, peut-être aussi avec une incertitude sur les moyens. C'est quoi les moyens de France 2030 ? On a eu des éléments pour nous rassurer, et peut-être d'autres pour nous inquiéter. Est-ce qu'on va décaisser, payer, engager ? Donc tout ça, il faut, je pense, le clarifier très vite. C'est la deuxième inquiétude. Est-ce qu'on peut co-investir en France, et on co-investit, ça veut dire que les entreprises prennent la part hyper majoritaire de l'investissement, mais parfois, pour la décarbonation, l'innovation, il faut un appui public sur le long terme, un appui aussi de la recherche. Troisième motif, et je m'arrête là, peut-être Edwige pour cette intro, qui évidemment est un peu longue, c'est que les dirigeants qu'on a interrogés nous ont dit que la France continuait à compter énormément pour eux. Elle compte pour eux parce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième marché pour la plupart d'entre nous en Europe. Elle compte pour eux parce que les problèmes à nos frontières, l'Allemagne, le Royaume-Uni, sont pour l'un d'entre nos compétiteurs plus graves que les nôtres, si on le résume comme ça. Et puis l'autre, le Royaume-Uni, a connu une alternance politique qui remet un coup de pression fiscale de plusieurs dizaines de milliards de livres sur les entreprises aussi. Alors avec un peu plus de stabilité politique pour l'instant, c'est vrai, un peu plus de perspective, et on voit d'ailleurs que le Royaume-Uni prend un peu de couleur dans ce baromètre. Et puis, troisième perspective un peu plus positive, en tout cas qui dit l'impact mais aussi le possible, c'est que finalement les entreprises ont beaucoup à faire en France. 75% d'entre elles, je termine vraiment par là, 75% d'entre vous nous avez dit à 3 ans, je dois, je peux, je vais continuer à investir en France. Reste à savoir dans quelles conditions. Merci beaucoup. On reviendra évidemment sur tous ces points à travers les témoignages. Je vais peut-être commencer par vous, Reda Guiar. Vous, cette politique pro-business, j'ai envie de dire, vous l'avez saisie, elle est à votre groupe, puisque vous êtes basé aux États-Unis. Vous avez investi plus d'1 milliard en France. J'ai envie de dire, est-ce que vous allez continuer lorsque vous observez ce qui se passe? Et est-ce que ces atouts positifs qu'a quand même souligné Marc Lermite, parce qu'il y en a beaucoup, il faut le souligner, est-ce qu'ils restent présents? Alors, commençons par le positif.
la politique pro-business qui a été adoptée depuis 2017 a vraiment porté ses fruits. Quand on regarde aujourd'hui la France, ça a été le pays le plus attractif de l'Europe ces 5 dernières années. Et nous avons réussi, je reprends d'ailleurs, c'est plus d'1 milliard, c'est 1,5 milliard, nous avons réussi à investir 500 millions d'euros 3 années de suite, c'est 1,5 milliard, au niveau de la France, non seulement au niveau de la production, mais surtout aussi au niveau du développement scientifique, d'investissement, notamment dans des biotech, dans des startups. Alors, ça c'est le cadre que nous avions eu jusqu'à il y a, je dirais, 3-4 mois. Maintenant, pour répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur ce que Marc vient de dire. 3-4 mois, ça fait la dissolution, l'annonce de la dissolution. C'est ça qui a fait clignoter le feu. Je dirais, suite à la dissolution, je dirais plus le doute qui s'installe. Ouais. Et quand il y a un doute, la confiance s'ébranle. Il y a aussi, je crois, si je devais mentionner un mot, c'est la confiance. Vous savez, la perte de direction. Nous avons eu beaucoup de chance parce que pendant 7 ans, le cap était le même et il a été maintenu. Il a été maintenu. Maintenant, si je rebondis sur ce que Marc vient de dire, c'est-à-dire les 50, 30, 20, et surtout le choc d'attentisme. Alors, vous me posez la question sur le choc d'attentisme. C'est là où on est positionné actuellement. J'aimerais rajouter un point important. Je dirais que la France, quelque part, a payé le prix de son succès. Je vais vous donner un exemple. Ces 5 ou ces 7 dernières années, au niveau de ma société, on a finalement réussi, en France, d'attirer des investissements au niveau des États-Unis. Mes collègues dans d'autres pays me disaient toujours, parce qu'il y a toujours la concurrence entre les pays européens, et mes collègues me disaient toujours, on surinvestit en France. Alors, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un changement, ça se ressent fortement. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres, nos collègues, leur voix s'élève. Moi aussi, vous savez. Alors, nous sommes partenaires européens, mais en Europe, il y a toujours la concurrence. Oui, très, très, très intéressant. Cela dit, peut-être notre chance, est-ce que je peux avoir un micro? Merci beaucoup. Notre chance, c'est qu'on voit qu'au niveau européen, il y a aussi il y a un flottement, pas général, mais il y a un flottement en tous les cas dans les principales économies, non? Oui, je viens d'entendre. Alors l'Angleterre, je vais vous donner l'exemple de Pfizer. Ça ne fait plus partie de l'Union européenne, si je peux me permettre. Mais j'aimerais commencer à l'Angleterre, je sais bien parce que quand même, ça fait partie de l'Europe. Oui. L'exemple a été extraordinaire quand même, c'est que notre CEO avait décidé il y a 3 ans de réallouer les investissements de l'Angleterre à la France. C'est le même budget, mais il faut réallouer. C'est un jeu de réallocation de budget. L'Allemagne, on sait qu'il y a une instabilité politique. Par contre, je vais vous dire, dans mon secteur, qui est le secteur de la pharma, ils ont adopté quelques, comment dirais-je, Allez-y. Oui, non, mais je vais dire... Vous cherchez le mot qui ne soit pas trop fort. Ils nous ont copiés dans quelques domaines. Ils nous ont copiés dans quelques domaines. Oui. Et notamment au niveau des études cliniques. Les Allemands, à cause de la lourdeur administrative pour mettre en place une étude clinique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un incentive par rapport aux études cliniques. C'est-à-dire, plus on fait des études cliniques, plus on fait de la recherche en Allemagne, plus il y a, quelque part, un donnant-donnant. Oui. Ça, c'est un point très important que je ne connaissais pas, mais effectivement, c'est important. C'est tout nouveau. Toujours un petit... Voilà, merci. Comment est-ce que vous imaginez aujourd'hui une politique de soutien aux entreprises? Marc va parler à l'instant qu'une des forces de la France était ce co-investissement. Qu'est-ce que on reviendra sur les recommandations plus précises que vous voulez souligner, mais là, comment est-ce que vous voyez dans le contexte actuel, qu'est-ce qui est important pour vous? Écoutez, nous sommes actuellement dans une crise. Une crise, c'est un temps T. Il y a l'avant et il y a l'après. L'important, honnêtement, même durant les crises, etc., il faut envoyer des signaux positifs. Ouais. Signaux positifs, c'est-à-dire garder le cap. Garder le cap, pour moi, c'est très important. Et si je peux rajouter aussi autre chose, c'est le dialogue. Parce qu'avec
le dialogue, la co-construction, on garde quelque part, on sauvegarde, je dirais plus, la confiance. Et je le dis, c'est par rapport à mon discours ce matin, on ne peut pas, à la dernière minute, découvrir des belles surprises, comme ça a été le cas avec le PLFSS. Ouais. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Je crois que le message a bien été envoyé. Amélie Vidal-Simi, vous, je rappelle que vous êtes présidente de Mondelez pour la France. Est-ce que vous regrettez que ce soit installé en France ce climat de méfiance? Est-ce que ça a un impact pour vous? Alors effectivement, dans le contexte actuel, on entend parfois une petite musique à l'encontre des grandes entreprises, donc une espèce de bashing grande entreprise. Quand en plus on est une société d'origine étrangère et qu'on travaille dans l'agroalimentaire, la petite musique devient très forte. C'est extrêmement problématique pour un groupe comme le nôtre. C'est très surprenant parce qu'en France, on fait Choose France, on valorise l'investissement étranger, puis on a l'impression que tout le reste de l'année, on oublie et on est plutôt à charge contre les grandes entreprises et particulièrement dans le domaine de l'agroalimentaire. Des groupes comme Mondelez, quand ils investissent en France, c'est bien évidemment multifactoriel. Le contexte économique est très important, la taille du marché français, la compétence des équipes en France, les infrastructures, le contexte politique et économique joue. Aujourd'hui, depuis 3 ans, Mondelez a investi 175 millions dans son parc industriel, donc ça montre la confiance du groupe dans l'économie, dans les équipes en France. Mais effectivement, comme le disait très bien Reda, pour investir, on a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité, et découvrir du jour au lendemain des mesures qui peuvent affecter durablement vos comptes d'exploitation, c'est extrêmement problématique. Oui, sachant qu'en plus, vous avez un gros problème avec toutes les négociations commerciales qui sont quand même assez difficiles et assez tendues et qui se déroulent en ce moment dans un contexte où la priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat. Donc, pour vous, j'imagine que ça complique. C'est un peu comme le médicament. Ce sont des secteurs qui sont très, très exposés. On est effectivement dans un contexte où on a des enjeux forts de négociation avec nos clients et on est dans des métiers où c'est extrêmement régulé. Les lois régissant nos relations avec les distributeurs ont changé 5 fois en 4 ans. Oui, c'est sûr. Comment est-ce qu'on peut éviter, puisque là on parle sur le contrôle jour de Pascal Koenig, comment éviter ce French bashing aujourd'hui? Quel message que vous dites? Et est-ce que déjà, au niveau de vos investissements en France, est-ce que vous voyez déjà l'impact? Est-ce que effectivement les petits camarades européens vous disent attendez, la France était la priorité, maintenant ça l'est plus? Alors, je pense que les décisions d'investissement, je le disais, elles sont toujours multifactorielles. Donc, tout est pris en compte. Il y a plein de choses qui demeurent, donc il y a plein d'éléments qui sont positifs. La taille du marché, il est ce qu'il est, les infrastructures sont ce qu'elles sont. Donc, je pense qu'il faut rester positif. Pour éviter le French bashing, je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Nous, on a un rôle d'ambassadeur vis-à-vis de nos maisons mères et on joue pleinement pour effectivement montrer tous les atouts de la France et aussi parler à long terme et pas juste être focalisé sur les événements. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu de responsabilité pour les pouvoirs politiques de valoriser, de reconnaître les efforts faits par des investisseurs étrangers en France. Oui, je crois que pour vous, l'interventionnisme des pouvoirs publics et les communications qui ne sont pas toujours positives vis-à-vis de votre secteur, l'agroalimentaire, je le rappelle, est-ce que ça finit par faire une petite musique qui déplaît à votre siège? Alors après, c'est vrai quand on voit, quand il y a une politique de name and shame et qu'on voit son nom de société faire les grands titres, ça ne plaît pas. Maintenant, je pense qu'on est tous capables de relativiser et de se projeter à long terme. Et juste, vous n'avez pas complètement répondu à ma question, est-ce que ça a déjà un impact sur votre activité en France? Alors, on a un enjeu sur notre activité de compétitivité par rapport à d'autres filiales du groupe qui est fortement lié aux négociations avec nos clients. Et effectivement, la négociation en France, c'est quand même quelque chose de très spécifique par rapport à d'autres pays. Et on a aussi un enjeu en termes de simplicité à faire du business en France par rapport à d'autres filiales. Merci beaucoup. Je poursuis mon tour de table avec vous, Vincent Sadé. Je rappelle que vous êtes vice-président France de Prologis. Le siège de votre entreprise, elle est aux États-Unis. Est-ce que déjà vous voyez une inflexion? Comment est-ce que réagit votre maison mère et comment vous réagissez? Alors, le siège, effectivement, est à San Francisco, donc on est une société américaine. Je reprends vos termes sur le conjoncturel et le structurel. L'immobilier, c'est un temps long,
un projet immobilier va prendre entre 3 et 7 ans selon la complexité du projet. Donc on ne peut pas omettre tous les atouts structurels de la France. Et notre board est bien au courant de pourquoi on investit en France et pourquoi la France est un grand marché logistique, de par effectivement les infrastructures, de par le bassin de consommation et de par aussi sa localisation clé. Néanmoins, il y a des blocages et le plus grand sujet pour nous, c'est de commencer un projet en 2024 et qu'il sorte en 2027 dans un cadre réglementaire différent. Donc il nous faut de la stabilité, c'est le premier point. Ce qui se passe aujourd'hui en France rajoute encore de l'instabilité. Néanmoins, on tend à rassurer notre board quant à la capacité quand même de la France à rester un territoire attractif. La stabilité. Et le problème dans l'immobilier, comme dans beaucoup de domaines, ce sont les blocages administratifs. On lance un projet, on est bloqué à plusieurs étapes et on ne comprend pas effectivement qui décide de quoi, dans quel cadre. Donc, outre la stabilité, c'est aussi un cadre réglementaire qui se veut peu ou pas mouvant. Mais récemment, malgré l'instabilité, on a senti quelques petites inflexions. On a un sujet très compliqué pour nous, développeurs immobiliers, c'est la loi ZAN, la zéro artificialisation nette. Et on a vu un certain assouplissement récemment de cette loi dans les dernières tentatives du gouvernement. Je ne sais pas si ce gouvernement va être maintenu ou pas, donc on verra si l'assouplissement est maintenu, mais on sent quand même quelques tendances qui vont en direction des acteurs immobiliers internationaux comme nous. Oui, qu'on a sans doute été un petit peu trop loin. Juste une question du reste que j'aurais pu vous poser à vous aussi. Est-ce que l'élection de Donald Trump va changer quelque chose? Parce que lui, c'est America's First et les autres passent loin derrière. Juste une réaction comme ça. Est-ce que vous avez déjà des réflexions en disant « Attendez, on va se concentrer maintenant sur les États-Unis » ou pas encore Alors pour l'instant, on ne les a pas. On n'a pas eu cette réflexion-là. Nous, on est au cœur des échanges mondiaux, de la supply chain mondiale. Si les échanges mondiaux venaient à se réduire à cause d'un certain protectionnisme de Trump, ça pourrait mettre en avant le marché américain de par une production plus locale et à la fois réduire les échanges mondiaux qui pourraient être un problème pour nous. Difficile à dire à ce stade. Ouais. Et vous, Rima, vous voyez déjà un impact ou pas? Alors, pas d'impact aujourd'hui. Après, chaque filiale, ça vient d'arriver, effectivement. Ouais. Chaque filiale a une importance. La France a un rôle très important pour le groupe, donc on n'anticipe pas de changement du fait de l'élection. Marc Lermite, ça pourrait avoir un effet rapidement avant de passer la parole à Xavier Martin. Oui, en fait, aujourd'hui, on le voit tous, notamment dans nos grands groupes, l'attractivité des États-Unis est au plus haut, hein, c'est clair. Et on voit que les lignes de force du programme de Trump ne vont que renforcer, accentuer cette attractivité pour quelque temps. Avant que, on l'a très bien, je pense, exprimé dans les tables rondes d'avant, avant que la réponse qui est nécessairement européenne, on s'en sortira jamais seul, la réponse européenne ne bâtisse non pas des lignes de défense, de protection, de souveraineté à tout prix et partout, mais des réponses aussi proactives. Hein. Le plan Draghi trace un certain nombre de lignes. Donc oui, sur les mois et les années qui viennent, en soutenant la tech à fond, hein, la tech qui a soutenu d'ailleurs Trump énormément au moment de son élection, en soutenant l'industrie aux États-Unis, probablement en faisant un peu moins sur l'industrie décarbonée, parce que ça c'est très Biden, donc c'est pas bien. On va voir s'accentuer cette attractivité US qui est extrêmement forte aujourd'hui. Oui. Je peux peut-être rajouter. Oui, alors très rapidement, après je voudrais quand même que Xavier Martin puisse s'exprimer, mais allez-y rapidement. Si je peux rapidement, c'était par rapport à Trump. Oui. Et l'impact, c'est plutôt sur le prix des médicaments. Le prix des médicaments aux US. Les US représentent plus de 50% du marché mondial des médicaments. Les prix sont beaucoup plus élevés qu'au reste du monde, et notamment en Europe. Et Trump disait toujours, je ne suis pas là pour financer les systèmes de santé européens. Okay. Oui, il dit ça aussi dans la défense, effectivement, vous avez raison. Xavier Martin, donc votre maison mère est dans je le disais en introduction, est dans une situation, enfin le pays, l'Allemagne, dans une situation politique qui peut ressembler un peu à la nôtre, évidemment, avec des composantes différentes. Comment est-ce que vous voyez, vous, la situation en France aujourd'hui et quel impact ça a? Je vais essayer de répondre à toutes les questions d'un coup, comme je suis le dernier à parler. Non. Mais vous avez de la chance, vous allez pouvoir tout... C'est chouette, ouais, c'est tout résumé. Non, moi je me réjouis pas de la situation en Allemagne, de la petite instabilité politique qu'il y a actuellement. Alors quelquefois c'est sympathique parce qu'on se sent un peu moins seul. On se sent un peu moins seul dans les discussions. Mais nous, ce qu'on appelle...
Ah, vous avez un petit problème de micro, peut-être. En fait, on a le même micro, c'est pour ça. Ah, d'accord. Nous, ce qu'on appelle, c'est que les nouvelles administrations en Allemagne qui vont arriver l'année prochaine, ou suivant ce qui va se passer en France, relancent le couple franco-allemand. Parce qu'on sait très bien que l'Europe se fait moins vite et moins ambitieuse quand les deux plus grandes économies et puis les deux plus grands pays en termes de population ne parlent pas le même langage. Et aujourd'hui, le couple, ce n'est pas un secret. Il y a de l'eau dans le gaz et il faut relancer ça. Pourquoi c'est super important pour une entreprise comme Henkel? Vous posiez la question par rapport à Trump. Nous, notre modèle, c'est on fait dans la région pour la région. Donc ce qui va se passer aux États-Unis, ça va impacter les États-Unis, mais l'Europe, on voit ça comme une région très unifiée. La beauté de l'Europe, c'est que ça a facilité les échanges, ça a fait tomber les frontières, ça a facilité les échanges économiques, les échanges de talents, les échanges de capitaux, de personnes, et il faut que ce couple franco-allemand aide l'Europe à aller plus loin, à retrouver cet agenda de simplification. Parce qu'aujourd'hui, on a une Europe qui, en fait, va focuser sur une inflation normative qui est le contraire de l'essence du succès de l'Europe. Et cette inflation normative ralentit, en fait, la création de valeur entre les pays. Donc voilà, moi, j'appelle de mes voeux que le couple franco-allemand se ressaisisse, chasse leurs petites différences et redonne un souffle à notre union pour qu'on crée de la valeur ajoutée et de la compétitivité ensemble. Et là, vous avez raison, c'est que pendant que nous parlons, à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un conseil sur la compétitivité où se trouve le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, pour essayer de trouver les mesures qu'il faudrait que l'Union européenne mette en place pour développer l'attractivité, la compétitivité, forme de réponse à ce qu'a déjà annoncé Donald Trump, et peut-être aussi la Grande-Bretagne qui retrouve une forme d'attractivité. Donc ce qui se passe actuellement à Bruxelles, c'est très important. C'est super important. Il y a une question, il y a beaucoup de questions aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Alors, on parle de développement durable, de transition écologique. Il y a une autre question, c'est est-ce que nos enfants qui vont travailler dans 20 ou 30 ans, je pense à toi Marc, ou nos petits-enfants, est-ce que, est-ce que ça va être des spécialistes de la norme? Est-ce que ça va être des spécialistes de l'administratif? Non, absolument pas. Il faut que ce soit des spécialistes de la création de valeur. Et sur l'impact, pour vous, vous ne voyez pas d'impact pour l'instant sur la France. Comme vous dites, vous produisez en France. Pour le marché français. On produit en Europe pour le marché européen. Donc certains des produits qu'on va vendre en France sont produits en Allemagne ou dans d'autres pays. Certains des produits qu'on va vendre dans d'autres pays sont produits en France. Puisque vous avez la parole, le micro, conservez-le. On va aborder la deuxième question. Vous l'avez déjà un peu les uns et les autres mentionné. Quelles sont un peu les lignes rouges à ne pas franchir? Alors, moi, j'en vois trois. La première, c'est revenir sur la volonté de baisse des impôts de production. On peut comprendre qu'il y a une pause par rapport au contexte actuel, mais il ne faut pas faire marche arrière et il ne faut pas changer de direction. Voilà, ça c'est une première ligne rouge. La deuxième, c'est l'attractivité d'un pays aussi, c'est la facilité de faire du business sur ce pays-là. Il y a eu les ordonnances Pénicaud il y a quelques années qui ont en fait fluidifié, simplifié le dialogue social et fluidifié la capacité à adapter nos structures dans le pays. Et ça, revenir là-dessus, donc avec les CSE, les barèmes prud'homaux, revenir là-dessus, c'est une ligne rouge. Et puis la troisième ligne rouge que je suis sûr que je partage avec Amélie, c'est repolitiser les relations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs, c'est commencer à discuter d'une économie un peu plus administrée et puis de prix décidés pour certains produits, et puis c'est commencer à mettre en place des systèmes qui vont avoir des effets de bord délétères, et il y a une vraie ligne rouge pour Henkel, qui est un fournisseur de produits non alimentaires, c'est le retour sur la loi des Crozailles. Ouais. Oui, donc vous, c'est des grosses lignes rouges. Hein. Je veux dire, c'est pas des petits, c'est pas rose, hein, c'est vraiment rouge. Mais ça va pas être évident à ne pas franchir. Non, mais je me mets au diapason de la couleur ici de l'hémicycle. Oui, c'est très rouge. Oui. D'accord. Juste, Amélie, puisque alors, du coup, je veux effectivement vous êtes dans le même secteur. Je trouve que c'est très difficile de parler de ligne rouge parce qu'on vit quand même une période qui est très compliquée, historique.
sur lequel il y a beaucoup d'instabilité politique, budgétaire. Et du coup, si on demande à chaque personne dans la salle ces lignes rouges, ça rend quand même le pays complètement ingouvernable. Donc je trouve que c'est super compliqué. Donc je ne sais pas si c'est des lignes rouges, mais en tout cas, c'est des points d'attention super importants. J'en ai un de commun, bien évidemment, avec Xavier, c'est je pense qu'il faut laisser... Il y a énormément de lois qui ont été faites sur les relations industrie-commerce. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, mais on ne prend même pas le temps d'analyser la loi précédente, de vérifier qu'elle est bien mise en place, d'en tirer les learnings pour avancer. Donc je pense que ce sujet-là est en tout cas un point d'attention fort. Le deuxième point pour moi, c'est l'instabilité qu'on a pu voir dans le budget et le PLFSS sur des mesures qui sortent de nulle part, qui n'ont été étudiées avec personne, et notamment tout ce qui est mesures sur des lois comportementales, pour nous, aurait un impact majeur sur notre activité et on serait extrêmement vigilants. Ouais. D'accord. Donc, je mentionne notamment les taxes comportementales. On les voit bien. Justement, quand on parle de taxes, Redagia, vous, les vôtres, c'est quoi? C'est aussi sur la fiscalité, les impôts, c'est ça la grosse ligne rouge, sachant que vous êtes dans un secteur qui est très, très réglementé. Alors, écoutez, oui, on est très réglementé, mais je vous rejoins, Émilie, sur le point que c'est très difficile actuellement, avec la crise actuelle, de mettre une ligne rouge. Très difficile. Par contre, un point très important, c'est encore une fois le dialogue, l'ouverture. Ça, c'est important pour sauvegarder durant cette crise la confiance. Si je devais le dire en une phrase, il ne faut pas casser en 6 mois ce que nous avons mis 6 ans, 6 à 7 ans à bâtir. Ça, c'est très important. C'est le message qu'on renvoie. Ça, c'est un message vraiment très... Et les lignes rouges, autres que celles que vous venez d'annoncer, seraient quoi? Écoutez, si vous me demandez ces lignes rouges, c'est vraiment, vous savez, au niveau de l'industrie pharmaceutique, vous avez ce qu'on appelle la régulation. Ouais, Okay. bah oui. Et la régulation, bon, c'est très technique, il y a la clause de sauvegarde, etc. Et là, il faut vraiment qu'on la ramène à son objectif initial. Elle ne peut pas se déclencher chaque fois qu'il y a... On ne peut pas rester comme... vous savez, ce n'est pas à nous de trouver une solution pour essayer de trouver des solutions par rapport à des dettes qui existent au niveau de l'État. Une clause de sauvegarde, ça existe avec des règles bien claires, et là-dessus, elle ne peut pas se déclencher chaque année. Alors ça, c'est vraiment une ligne rouge très importante pour nous. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole à Vincent Sadé, Marc Lermite, vous, est-ce que les lignes rouges, pour vous, quelles sont-elles? Est-ce que déjà elles sont remontées dans votre baromètre ou est-ce qu'elles remontent régulièrement? Oui, elles sont claires et elles ont tellement été évoquées aujourd'hui. Et d'ailleurs, on les a évoquées depuis le mois de juin de façon extrêmement organisée, extrêmement sereine, tous ensemble, jusqu'à il y a 2 jours, je crois, à Matignon, il y a quelques jours à l'Élysée. On a vu ensemble, beaucoup d'entre vous dans cette salle, des dizaines de parlementaires. On a essayé de par les médias, de dire quels sont voilà, les moyens de continuer à investir en France. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le formuler, parce que je comprends la question des lignes rouges. Moi, j'aurais envie de dire, il y a un temps pour le combat. Ce temps, on le mène encore aujourd'hui. C'est très important ce qui se dit aujourd'hui. Même si c'est lassant, répétitif pour certains d'entre vous, c'est super important. Il y a un temps pour le combat, puis il y a un temps pour passer à 2025. Il y a un temps pour le nouveau récit. Moi, je pense que c'est ce temps-là aussi qu'il faut que, Pascal, tu nous aides à bâtir ce soir, parce qu'on a ce soir, demain, la semaine prochaine, à convaincre des comités d'investissement, des actionnaires, des maisons mères, à essayer de contrer les plans de nos copains à Londres, à Munich, etc. Et pour moi, il y a plusieurs éléments qui, de mon point de vue, permettent de donner ce récit. Un, il faut à tout prix, et il faut que le gouvernement nous y aide, qu'on puisse parler d'ajustement de notre politique de l'offre, d'ajustement et non pas d'un renoncement définitif. Super important, donc ça c'est une question d'ampleur des ajustements fiscaux, mais c'est aussi manière de les expliquer. Il y a une deuxième condition, pour moi c'est une manière d'exprimer les lignes rouges, mais d'une manière un tout petit peu plus projetée dans l'avenir et dans l'action, c'est ce que nous sommes. Deuxième élément, c'est que ce qui a été dit lors de la déclaration de politique générale sur l'engagement très fort de réduction de la dépense publique, ça a été entendu, enregistré par tout le monde, et c'est presque le New Deal. Le deal, c'est que si, et on est honnêtement aujourd'hui,
juste disposés à écouter et à subir la hausse de la fiscalité. Juste disposés. Parce qu'on sait que de toute façon, c'est une forme d'obligation qui va s'imposer à nous, à certains d'entre nous plus qu'à d'autres. Mais il y a un deal. La contrepartie, c'est que l'État, les collectivités, l'ensemble des comptes sociaux réduisent leur train de vie. Ça, c'est le deal. Sans ce deal, on n'aura pas de pitch auprès de nos maisons mères. Donc ça, c'est une autre manière d'énumérer, de dénoncer les lignes rouges. Et puis après, le nouveau récit, moi je suis extrêmement impatient d'entendre après ce qui va se dire, mais c'est probablement aussi de parler un peu des fondamentaux, des traits positifs de la créativité française, de l'efficience qu'on a montré cet été, qui, quand on arrive à les illustrer par des cas concrets, et il y en a encore en ce moment, Ben, il y a on en a beaucoup de autour de boîtes nous. qui vont un peu renoncer, Oui. mais il y en a beaucoup qui vont continuer à investir. Ben, on arrive à montrer la France sous ce nouveau visage qui ne nous fait pas complètement plaisir, mais qui est encore un visage possible. Absolument. Et je poserai la question à chacun d'entre vous. Comment est-ce que vous voyez 2025 et quel récit, quel est ce nouveau récit? Donc merci d'avoir introduit ce point qui sera sans doute la conclusion. Juste sur la question des lignes rouges, je voulais terminer avec vous, Vincent Sadé. C'est vous, les lignes rouges, ça sera quoi? Ou c'est quoi? Donc dans l'immobilier, je rappelle, voilà. Vous m'entendez? Oui. Dans l'immobilier logistique, la ligne rouge, c'est le moratoire sur les entrepôts. On l'a entendu. On n'y est pas encore. Pour rappel, pour tout le monde, la logistique, c'est 10% du PIB français. La logistique, c'est le système sanguin de l'économie. Preuve en est, pendant le Covid, c'est le seul secteur, c'est un des secteurs clés qui est resté totalement opérationnel pendant le Covid. S'il y a moratoire sur les entrepôts, il y a remise en cause de la réindustrialisation. Parce qu'il n'y a pas d'industrie sans logistique. C'est le premier impact. Le deuxième impact sur la décarbonation. S'il y a moratoire sur les entrepôts sont construits à l'extérieur de la France, on aura un impact de souveraineté, on aura surtout un impact d'infrastructure et on multipliera les transferts majoritairement en camion pour pouvoir livrer les bassins de consommation français. Donc réindustrialisation, décarbonation. Et ensuite, production d'énergie verte. Prologis aux États-Unis est le premier producteur privé d'énergie solaire. Parce qu'on a des mètres carrés, parce qu'on a des toitures, parce qu'on a des parkings et qu'on peut les équiper avec du photovoltaïque. Alors, c'est peut-être pas le moment de parler de la complexité du photovoltaïque en France. Néanmoins, ça reste quand même un des atouts d'avoir tant de mètres carrés. Donc, cette ligne rouge, c'est un problème pour l'attractivité de notre business en France, mais ça a aussi des impacts beaucoup plus larges. Justement, si vous aviez des recommandations, alors peut-être plus que des recommandations, c'est effectivement qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous avez... Marc Lermite a parlé de ce récit 2025 qu'il faut absolument mettre en place maintenant pour éviter peut-être des choix qui seraient négatifs pour la France. Est-ce que vous pourriez, puisque vous avez la parole, est-ce que vous pourriez nous dire quelle serait-elle ou quel serait-il ? On a déjà parlé de la stabilité. S'il y a bien une recommandation pour 2025, c'est d'avoir un cadre clair dans lequel on opère. On n'a aucun souci avec un pays qui a des taxes, un cadre réglementaire complexe, mais il faut que ça reste stable. Donc le premier point, c'est la stabilité. Le deuxième point, c'est l'harmonisation des règles. Nous, on se développe sur tout le territoire français et on a une approche totalement différente du même projet en Seine-et-Marne ou dans les Bouches-du-Rhône. Et donc on a aussi un souci à avoir cette harmonisation. Et la vraie recommandation, la dernière recommandation qui paraît être évidente, c'est une planification territoriale. On est au cœur des sujets des territoires, on est au cœur des sujets économiques des territoires, et s'il n'y a pas de planification, on ne peut pas s'inscrire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'immobilier c'est un temps long, et donc il faut une planification à l'échelle du territoire, et c'est certainement la grande recommandation que l'on pousse pour notre industrie. Reda Guia. Oui, alors, par rapport à 2025, je voudrais reprendre un point qui est là, encore une fois, on est dans un monde qui est très, très concurrentiel, que ce soit au niveau de l'Europe ou au-delà de l'Europe. Alors, la question que, personnellement, ma maison mère, et beaucoup de maisons mères ici posent, elle est très simple. Est-ce que la France va garder le cap, oui ou pas, malgré la crise? C'est-à-dire, la crise est intentée, après, est-ce qu'ils vont garder le cap? C'est quoi, justement? Est-ce que, les réformes, l'approche pro-business. Oui, les réformes pro-business. La politique de l'offre, quoi. Exactement. Et l'autre point qui est important, c'était par rapport à la place de la France en termes de leader en Europe. Ça, c'est deux points très importants. Pourquoi je vous dis cela? Pour une raison très simple, c'est que, encore une fois,
Ce qu'on a, vécu avec le PLFSS, on a parlé de la clause de sauvegarde, il y a aussi l'imposition. Bon, on est un secteur très, très imposé, et surtout par rapport à nos voisins européens. On est largement au-dessus de nos voisins européens en termes d'imposition et même en termes de prix, les prix de nos produits. Alors, il faut un signal, il faut toujours un signal. Alors, ce que nous attendons, Marc, on a parlé du choc de l'attentisme. Oui, il y a un choc d'attentisme. On y croit, personnellement, on y croit, qu'on va passer cette crise-là. Et j'attends vraiment des éléments solides pour répondre de manière très convaincante à ces interrogations de ma maison mère. Et qu'est-ce que vous dites, vous, à votre maison mère là? Quel discours vous tenez, justement? Alors, Est-ce que, vous leur dites quoi par rapport à 2025, par rapport à ce fameux récit, effectivement, qui est si important? Alors, le récit que nous avons actuellement, c'est il faut attendre. D'accord. Ce n'est pas encore joué, il faut attendre. Oui. Okay. D'accord. Et l'autre récit, c'est qu'on rappelle aussi les forces de la France. Hein, on a au niveau de la pharmaceutique, je parle au niveau de pharmaceutique, c'est que nous avons actuellement des centres d'excellence, des chercheurs exceptionnels, un potentiel, des talents au niveau de la science. On a aussi un savoir-faire en termes de production aussi, de production pharmaceutique, et ça, c'est les bases. Et là, on a une crise, mais le fondamental reste. Oui, en fait, tout n'est pas effacé juste à cause de l'instabilité politique. Hein. Les fondamentaux qui étaient très, très bons il y a encore quelques semaines, ils restent là, ils sont là. Je pense que c'est important comme message à faire passer. Xavier Martin, pour vous, le plus important, c'est quoi? C'est la stabilité, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais est-ce que, qu'est-ce que vous dites encore une fois? J'ai commencé par ce qu'a dit un ancien Premier ministre et un ancien ministre de l'économie, M. Balladur, qui a dit la liberté économique sert mieux l'intérêt général que la contrainte administrative. Ça, c'était il y a quelques années, c'était au milieu des années 80, mais je trouve que c'est vraiment d'actualité. Et le député Rodel, au départ de cette matinée, parlait de dérégulation ou de simplification, et ça va complètement dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est arrêter la surtransposition. Comme je le disais, on produit dans un pays A pour vendre dans un pays B, mais si les règles sont différentes, ça va être compliqué. Si dans un pays, il faut un point vert, dans un autre pays, il ne faut pas un point vert, il faut des phrases comme ça va être très très compliqué, il n'y a plus de fluidité. Deuxièmement, continuer à garantir un cadre stable. Je vais revenir sur une des lignes rouges pour donner un exemple très, très concret. Aujourd'hui, si vous prenez un supermarché, il y a des produits alimentaires qui sont vendus, il y a des produits non alimentaires qui sont vendus. Pendant beaucoup d'années, il y avait une loi Egalim qui essayait de protéger les produits non alimentaires, ou en tout cas les revenus des producteurs de produits non alimentaires. Et il y a eu un effet de bord. Donc ça a impacté négativement les produits non alimentaires. Ça a été corrigé avec la loi des Creusets. Si ça change, on va être moins attractif, on va baisser nos investissements marketing, donc c'est de l'intangible, ce n'est pas des usines, mais ça veut dire que c'est des millions d'euros qui vont sortir de l'économie française sur la publicité, sur la promotion, sur la promotion des produits, et qui vont aller dans d'autres pays. Donc ça, garder un cadre stable, et puis le troisième point, c'est diminuer la charge administrative. Et là, j'ai un exemple concret aussi, c'est l'attractivité d'un pays, c'est la facilité d'y faire du business. Le dialogue social, c'est très important, il a été facilité. Les images d'Épinal sont très dures à changer. La France a encore une mauvaise image sur le fait qu'on fait la grève. La réalité, c'est qu'il y a moins de jours de grève en France qu'en Allemagne. La réalité, c'est que la Deutsche Bahn, c'est beaucoup plus compliqué que la SNCF. Donc nous, on travaille pour changer l'image. Mais après, dans cette fluidité du dialogue social, il faudrait encore travailler sur diminuer la charge administrative. Deux exemples. Aujourd'hui, quand on veut faire des plans d'adaptation des structures, on est obligé de faire des livres 1, 2, 4 avec 200 pages. Ça prend beaucoup de temps. C'est 5 pages en Allemagne. Il y a un recours par les CSE à des expertises sur lesquelles on n'a aucun contrôle de l'impact budgétaire, et ça, il faut le diminuer. Voilà. D'accord, là, effectivement, cela dit, c'était une des priorités du gouvernement Barnier. Après, reste à savoir si ça va rester la priorité de Barnier 2 ou je ne sais pas qui 1. Amélie Vidal-Simi, vous, c'est quoi vos préconisations?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été Bah, dites. évidemment, mais, Vu le temps, je vais pas revenir dessus. Je voudrais juste revenir sur un point complémentaire, c'est qu'on a souvent tendance à penser qu'on est une île. On n'est pas une île, on est au sein de l'Europe, et c'est super important que ce qu'on fait, on le fasse en comparatif de ce qui se passe ailleurs. Et notamment, on parle beaucoup des lois qui régissent les métiers de Xavier ou le mien, qui régissent les relations avec les distributeurs. Aujourd'hui, nos clients, pour beaucoup, n'achètent plus en France, ont des centrales d'achat européennes, et on continue à parler de l'impact de la loi en France. Ce qui est important, c'est quelle ampleur on donne à la loi pour être sûr qu'elle a une portée européenne. Oui. Notamment Eurelec, la fameuse centrale d'achat Eurelec qui est en Belgique. Marc Lermite, peut-être pour conclure, le récit, vous avez entendu ce que disent les différents industriels autour de cette table ronde. Vous, s'il fallait retenir quelques points qui pourraient nous servir comme réflexion pour la suite, qu'est-ce que vous diriez ? En 2025, on va, nous, et je pense que chacun d'entre nous va être assez prudent, ça ne veut pas dire qu'on n'investira pas. Je le disais tout à l'heure, nous, on investira notamment dans 2000 nouveaux talents. On aurait aimé faire 2200, 2500, Jean Roch, 3000. C'est très très belles années de la France, avec un peu moins de prudence. C'est à peu près ce qu'une entreprise de notre nature peut faire. Et c'est ça qui est aussi important. On est encore un pays à taux de chômage élevé. N'oublions pas que ce cap sur l'emploi, c'est aussi un cap très important. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le premier élément, c'est d'être combatif. C'est d'être combatif sur la manière de, dans ces dernières heures, ces derniers jours, de défendre un certain nombre de principes, un certain nombre de précautions, un certain nombre d'alerter, mais aussi demain matin, après-demain, d'être combatif sur la manière dont on peut continuer à investir en France. Rassurer sur le co-investissement, ça me semble ça me semble essentiel. On n'est pas le seul pays à, par nos collectivités, des opérateurs, l'État, à appuyer la transformation écologique, la transformation technologique, la décarbonation. Mais si on continue à lancer un certain nombre de messages un peu moins clairs, un peu opaques sur la possibilité de France 2030, on sera rassuré, je pense, un peu plus tard dans la journée, mais quand même, je pense qu'il faut le faire de manière extrêmement claire. Donc le co-investissement, c'est un premier point. Ce qu'on voit aussi dans nos enquêtes, c'est que là, on est quelques grands groupes, mais il y a beaucoup de PME et d'ETI d'origine étrangère, beaucoup de start-up, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis, qui se posent en Europe. Ce sont ces entreprises qui se montrent finalement les plus préoccupées parce que ce sont les plus vulnérables. Donc je pense que dans tout ce qu'on aura à faire dans les jours et dans les semaines qui viennent, il faut absolument avoir l'œil extrêmement proche, c'est nos sous-traitants, nos fournisseurs, nos partenaires, extrêmement attentifs à ces PME, à ces ETI, parce que c'est celles qui sont les plus préoccupées dans toutes nos enquêtes, et je pense dans notre quotidien, on le voit assez bien. Et puis enfin, moi je pense que c'est absolument essentiel, il faut qu'on soit, nous entrepreneurs, nous dirigeants d'entreprise, il faut qu'on soit des soutiens, les premiers soutiens, la première armée pour monter un peu le niveau de jeu en Europe. Ça a été dit plusieurs fois, je pense que ça sera redit aujourd'hui, mais seul on n'y arrivera jamais. Et sans les entreprises et sans la voix des entreprises pour dire que c'est essentiel, vital et qu'on a des idées, des solutions, je pense que cette perspective-là, 2025, qui est assez prudente, mais qui ne sera pas une année de non-attractivité, c'est une année un peu plus compliquée. Cette année sans l'Europe, en fait, elle pourrait être un peu plus difficile. Moi, j'ai envie d'être combatif, confiant, mais il faut qu'on soit super attentif et super exigeant. Merci beaucoup, ça sera la conclusion de cette table ronde. Passionnant, on aurait pu continuer. On a vu, il y a les côtés très positifs. Voilà, on sait qu'on traverse une petite tempête, une grosse tempête, mais en tous les cas, il y aura une suite, c'est évident. Merci à tous, merci de votre attention.